c'est un honneur et un privilège parce que j'ai appris, grâce à Rémi Simon, que je remercie pour son travail à nos côtés pour la préparation de cette intervention, qu'il a passé pratiquement une semaine ou 10 jours en France dans les 3 mois qui viennent de s'écouler. Donc c'est dire qu'il est à l'international, c'est lui qui insuffle cette énergie, c'est lui qui anime son groupe. Et pour toutes ces raisons-là, et puis pour son parcours aussi emblématique et successful, comme on dit en bon franglais, je voudrais que vous fassiez une ovation à Jean-Paul Agon, le président directeur général de L'Oréal, qui nous rejoint. Monsieur Agon, je vous en prie. Et je vais appeler pour co-animer cette conférence Nicolas Lagrange, que je vous demande aussi d'applaudir, qui est mon confrère. Et on va être tous les deux en toute proximité avec vous pour cette fin d'après-midi. Nicolas, je te laisse la parole pour brosser et dresser un portrait de Monsieur Agon. Quelques éléments de portrait Jean-Paul Agon. 3 traits de caractère pour vous définir: la constance, l'action, la conviction. La constance, en 2 mots, entré à 22 ans chez L'Oréal comme représentant. Vous y avez fait et vous continuez à y faire toute votre carrière. L'action, vous avez redressé de nombreuses filiales. Vous avez également eu une carrière à l'international, en Grèce, en Allemagne, aux États-Unis. Les convictions, l'éthique, la diversité, le socle de protection sociale, la formation pour tous, les efforts partagés. J'ai retrouvé une tribune de 2011 où vous plaidiez en faveur d'une contribution exceptionnelle sur les hauts salaires. Vous avez été servi. Vous étiez en revanche opposé, vous aurez peut-être l'occasion d'en parler, à la taxe à 75%. Vous allez avoir à cœur, j'imagine, d'illustrer ces 3 traits de caractère. Alors, un petit portrait pour compléter le tien, Nicolas, si vous me le permettez, en chiffres, 4 chiffres qui sont symptomatiques et qui illustrent bien qui vous êtes. 119 000, c'est un chiffre marathon, c'est le nombre de kilomètres que vous avez parcouru en 3 mois. C'est une double révolution, je ne sais pas si c'est celle de la Terre, je n'ai pas compté, mais en tout cas c'est celle liée à l'universalisation, vous allez nous en parler, dont vous êtes le premier ambassadeur. Deuxième chiffre, tu commençais à en parler Nicolas, c'est 24, chiffre hellénique. Patron de la Grèce à 24 ans, excellez-vous en sirtaki, ça je ne sais pas. En tout cas vous avez remis au pas ce que certains considéraient comme la danseuse de L'Oréal, alors que 5 personnes avaient refusé le poste, et vous l'avez accepté. Et vous parlez grec. Et vous y allez souvent l'été. 1. Chiffre capillairement durable. Un shampoing qui se rince avec 1 litre d'eau. C'est l'objectif 2020 et c'est la force de la recherche-développement chez L'Oréal. Et puis 45, parce que vous êtes là, mesdames. Chiffre parce qu'elles le valent bien. 45% de femmes au comité de direction de L'Oréal. Ça n'est pas fini. En tout cas, merci Jean-Paul Agon d'avoir considéré que nous aussi, nous le valions bien et d'être présents ce soir au Congrès HR. Merci à vous. Merci. Merci, c'est un grand plaisir, grand honneur. Bon, passer après Francis Huster, c'est un peu difficile, mais bon, on va essayer. Jérôme m'a dit que c'était un très grand comédien, donc je ne sais pas ce que vous en penserez pour moi ce soir. Il y a une histoire de talent. Je parlais d'universalisation, Jean-Paul Agon. C'est une entreprise qui ne cesse de se transformer, et en particulier depuis que vous êtes à sa tête. Oui, enfin, là, actuellement, c'est juste la continuité de l'histoire. En fait, ce qui est frappant chez L'Oréal, si vous voulez, c'est la formidable continuité stratégique de cette entreprise. Continuité d'ailleurs qui est permise par le fait qu'il y a le capital est permanent, les actionnaires sont les mêmes depuis très longtemps. Et en fait, il y a une continuité stratégique totale. Et l'époque que nous vivons actuellement, c'est tout simplement la continuité de l'histoire, mais avec l'ouverture sur des nouvelles opportunités, les bouleversements du monde. Et donc finalement, moi je considère que mon rôle consiste à accompagner l'entreprise, un peu plus que ça même, à piloter l'entreprise dans un monde nouveau, et un monde qui effectivement est quand même en mutation extraordinaire. Pour une entreprise de grande consommation comme la nôtre, où on est par définition dans tous les pays du monde, sur tous les continents, on voit que le monde est en mutation de manière plus forte qu'il n'a jamais été, en tout cas depuis très longtemps. Et je crois que vous vouliez que je vous raconte en quelques minutes, rapidement, succinctement, cette mutation. Si vous voulez, moi, ce que je vois, c'est, en tout cas par rapport à L'Oréal, c'est 3 mutations fondamentales. La première mutation, c'est la transformation du monde économique et donc du monde des consommateurs pour nous. On a récemment
le poids économique des pays émergents est donc devenu supérieur au poids économique des pays développés. Et ça, c'est une chose, mais ce qui est important pour nous, c'est que ça se transforme en une opportunité énorme de nouveaux consommateurs, puisque j'apprendrai à personne dans la salle que il y a une explosion de la classe moyenne dans le monde actuellement. La classe moyenne, qui était estimée à peu près à 1,2 milliard de personnes il y a encore 3-4 ans, est estimée à passer à 3 milliards de personnes dans les 15 ans qui viennent par l'OCDE. Et comme les produits cosmétiques sont par nature des produits qui sont vendus aux classes moyennes dans le monde entier, ça veut dire que le potentiel de consommateurs pour L'Oréal est absolument colossal. Et d'où l'idée d'ailleurs qu'on a prise d'avoir un objectif qui mobilise l'entreprise, qui est d'aller conquérir 1 milliard de nouveaux consommateurs dans les 10 ans qui viennent. Et pourquoi 1 milliard? Parce qu'en gros, on estime qu'on a aujourd'hui 1 milliard, qu'on a réussi à conquérir après 100 ans à peu près d'existence de l'entreprise. Mais l'opportunité est tellement grande que l'opportunité, c'est de doubler le nombre de consommateurs dans les 10-15 ans qui viennent. Avec une stratégie qu'on a mise au point qui s'appelle l'universalisation, qui consiste en fait à mondialiser dans le respect des différences, avec une mission qu'on s'est définie aussi, qui est la beauté pour tous, dans un métier très clair. Donc ça, si vous voulez, c'est la première mutation. La deuxième mutation qui est pour nous très importante, elle l'est, j'imagine aussi pour beaucoup de gens, mais surtout pour nous, c'est le digital. Le digital, parce qu'en fait, le digital, ça change tout. Ça change toute la relation entre une marque et ses consommateurs. Et bien évidemment, pour L'Oréal et pour toutes les marques que nous avons dans le portefeuille, c'est fondamental. Et en fait, le digital va tout redéfinir, tout réinventer. C'est pour ça d'ailleurs que nous venons de nommer un Chief Digital Officer au comité exécutif de L'Oréal, parce que pour nous, le digital, c'est aussi important que la recherche, la production, ça va tout redéfinir. Et j'ai la conviction que dans nos métiers, en tout cas, le digital va définir les entreprises qui vont réussir ou pas les 50 prochaines années. Donc c'est une mutation qu'on ne peut pas rater. On ne peut pas se permettre de rater parce qu'elle va être déterminante pour réussir et elle serait implacable pour faire échouer ceux qui la rateraient. Et la troisième transformation, qui est très importante également pour une entreprise, et qui est assez récente quand même si ça, on vous voyait venir depuis longtemps, c'est que, bien évidemment, les entreprises dans le monde d'aujourd'hui sont attendues non plus seulement sur la performance économique, non plus d'ailleurs seulement sur la performance sociale. Finalement, c'est ça qui définissait jusqu'il y a quelque temps une entreprise. On disait une entreprise, bon, est-ce qu'elle performe sur le plan économique et est-ce qu'elle est performante sur le plan social avec ses collaborateurs? Socialement respectable, on va dire. Socialement respectable, exactement. Et aujourd'hui, il y a une troisième dimension qui est fondamentale, c'est est-ce que c'est une société citoyenne? Est-ce que c'est une entreprise citoyenne? Parce que finalement, l'acceptabilité de l'entreprise par le monde, par la société en général, est une condition sine qua non également de réussite à travers le monde. Et donc ça, c'est une mutation que nous prenons aussi à bras-le-corps et dans laquelle nous nous sommes vraiment engagés dans deux domaines particuliers. Un domaine qui est justement le domaine des ressources humaines, avec un programme qu'on appelle Share and Care, qui est un programme finalement social au niveau mondial. L'Oréal a été depuis très longtemps, depuis François Dalle, une entreprise très en pointe en matière sociale en France. Mais il est temps de devenir une entreprise en pointe en matière sociale dans le monde entier. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais on a mis au point un programme donc, qui est un programme d'avancée sociale majeure. Mais là où ça change, c'est que généralement, on entend tous les jours à la télévision l'avancée sociale pour la France, les Français, etc. Là, ce qu'on veut faire, nous, c'est une avancée sociale mondiale, dans tous les pays du monde, l'Indonésie, l'Argentine, etc. Et l'autre grand projet qu'on a, c'est un projet de responsabilité sociétale, qui est particulièrement important pour nous, parce que quand on est L'Oréal et quand on est leader de la beauté, on doit par définition contribuer aussi à rendre le monde plus beau. Modestement, bien sûr, mais en tout cas, y contribuer. Et donc, on a mis au point un programme qu'on appelle Sharing Beauty with All, et qui est un programme très avancé, le plus avancé d'ailleurs dans nos métiers, en matière d'innovation durable, de production durable, de consommation durable, de façon effectivement à être parfaitement en phase avec les attentes de la société du XXIe siècle. Donc voilà, ça c'est donc on continue l'aventure, et finalement dans les valeurs de L'Oréal d'aujourd'hui, il y a énormément de
de continuité par rapport aux valeurs historiques. L'Oréal, c'est une société humaniste. D'ailleurs, je suis très heureux d'avoir l'honneur d'être là ce soir parce que je pense que justement ces valeurs humanistes sont fondamentales et partagées au niveau des ressources humaines. Et les ressources humaines ont toujours été essentielles chez L'Oréal. C'est peut-être même le domaine le plus essentiel parce que c'est la colonne vertébrale finalement de l'histoire de L'Oréal, de sa culture et de sa stratégie. Donc grande continuité en matière de société humaniste, de société entrepreneuriale, d'une stratégie basée sur la recherche, la qualité, l'innovation et l'internationalisation, avec actuellement une nouvelle phase, une nouvelle étape, assez passionnante d'ailleurs. À titre personnel, je considère que les années que nous vivons actuellement sont extraordinaires, parce qu'elles sont peut-être parmi les plus exaltantes, compte tenu justement de ces nouvelles dimensions qui apparaissent, beaucoup plus exaltantes qu'elles ont pu être encore dans le passé. Donc très excitant. On va reprendre, si vous le voulez bien, ces trois grandes transformations: universalisation, digitalisation, RSE, en gros. En commençant peut-être, Frédéric, par l'universalisation, mondialisation, respect des différences, parce qu'il y a un marketing de la beauté, c'est à la base de votre business model aussi, qui doit être adapté en fonction des couleurs, des types de peau, des différences culturelles. C'est toute l'originalité de ce métier, qui est un métier passionnant. D'ailleurs, je ne sais pas combien sont dans la beauté dans la salle, mais c'est vraiment le plus beau des métiers du monde. C'est pour ça qu'on a cherché justement un terme original. D'ailleurs, universalisation, vous remarquerez que ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le dictionnaire. Mais comme on est des créatifs, on a voulu inventer notre propre mot qui définissait notre propre stratégie, puisque c'est toujours mieux d'avoir le sien plutôt que d'en prendre un déjà existant. Et donc, on a cherché un mot parce que on a bien défini notre mission. Notre mission, on fait que de la beauté, toute la beauté, dans tous les circuits, à tous les prix, pour toutes les catégories de produits. Et finalement, notre mission en tant qu'entreprise, notre sense of purpose, comme on dit, c'est la beauté pour tous. Et par contre, on a une stratégie originale parce que, justement, comme vous dites, vous avez raison, la beauté, c'est différent de l'alimentaire, c'est différent des détergents, c'est différent des couches-culottes, c'est différent d'autres choses. Et donc, on a voulu trouver un concept, une stratégie qui soit la mondialisation, parce qu'évidemment, notre vocation, c'est d'offrir la beauté pour tous, c'est donc la beauté pour toutes les femmes et les hommes de la planète. Mais c'est une beauté différente. Différente parce que, effectivement, la peau et les cheveux sont différents selon les régions du monde, c'est évident. Les climats sont différents. Mais aussi, finalement, les besoins, les désirs, les traditions, les cultures, les visions de beauté sont différentes. Et donc, toute l'idée, c'est d'arriver à avoir, de concilier. C'est pas tout à fait le fameux global, local, glocal ou whatever. C'est plutôt d'arriver à concilier, finalement, une grande vision mondiale, parce que toutes nos marques sont mondiales, notre recherche est quand même mondiale, nos innovations ont vocation à être mondialisées, mais en même temps, dans le respect des différences, de façon à pouvoir répondre aux besoins, aux désirs, aux rêves de chacun des consommateurs dans le monde entier. Ça va même plus loin, c'est un respect des différences, c'est même une proximité vis-à-vis du consommateur. Hein. Absolument, c'est ce qu'on appelle la stratégie d'empathie. Parce que finalement, et c'est pour ça je crois que c'est l'une des clés d'ailleurs du succès de L'Oréal par rapport à d'autres grands concurrents qu'on a beaucoup de concurrents quand même, hein, et je pense que là où on est parfois un peu meilleur qu'eux, c'est dans notre capacité d'empathie. Parce que la beauté, c'est de l'innovation, mais c'est aussi la capacité de comprendre ce que veulent les gens, ou même de comprendre parfois ce dont ils ne savent même pas qu'ils veulent, mais qu'ils adoreront une fois qu'on l'aura inventé pour eux. Et cette empathie-là, elle nécessite une stratégie d'immersion que vous avez vous-même d'ailleurs mise en œuvre lorsque vous avez créé la zone Asie, hein. Chine, Japon, etc. pendant 3 mois. Alors c'est ce qu'on lit. J'imagine que c'est vrai. Bien sûr, oui. Vous êtes immergé le week-end, vous promenant, marchant. Plus que le week-end. Oui, parce que là aussi, c'est ça qui est passionnant dans ce métier-là, c'est que c'est pas un métier purement rationnel. Par définition, la beauté, c'est subjectif, c'est intuitif, ça va au-delà de simplement de l'analyse des besoins. Et donc, effectivement, dans notre métier, et on le fait très souvent, on va le plus possible, ce qu'on appelle sur le terrain, on va visiter les magasins, on va rencontrer des gens, on essaie d'être en relation avec les gens. Et effectivement, l'anecdote, c'est que quand j'ai commencé quand Owen Jones à l'époque m'a demandé de prendre la responsabilité de la zone Asie, qui n'existe pas, donc de créer la zone Asie,
j'avais jamais mis les pieds en Asie, et donc par exemple j'ai appelé le patron de la Chine et je lui ai dit, à l'époque c'était tout petit la Chine, et je lui ai dit bon écoute, c'était Paolo, je vais venir te voir, et bon il m'a dit bon combien de jours tu restes, parce qu'ils étaient habitués à ce que... On les laisse un peu tranquilles. Oui, non, surtout que les patrons de zone venaient 48 heures, quoi. Ils venaient, ils descendaient de l'avion, ils regardaient les trucs, la présentation, et ils repartaient. Et je lui ai dit écoute, moi je pense 5 semaines. Il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire pendant 5 semaines? On va faire le tour de la Chine. On va faire le tour de la Chine. Et effectivement, pendant 5 semaines, on a fait le tour de la Chine. Et quand on a un peu d'expérience et de pratique, au bout de 5 semaines, on commence à bien comprendre quand même. Alors, on ne comprend pas tout, bien sûr, mais on a rencontré des gens, on a vu les gens dans la rue, on voit comment ils vivent, on lit les magazines. On a goûté des plats. Goûter les plats, absolument. Non, c'est très important. Et donc, j'ai fait ça dans chacun des pays de la zone Asie. Et je veux dire que j'y crois beaucoup. Et je crois d'ailleurs que dans notre métier, et chez L'Oréal en particulier, ceux qui réussissent le mieux sont aussi ceux qui ont cette capacité d'empathie. L'empathie, c'est effectivement d'être en phase avec les autres, avec les consommateurs, et de sentir, encore une fois, ce qu'ils veulent, et même d'arriver à deviner parfois ce qui pourrait répondre à leurs rêves. Alors justement, vous nous dites que vous regardez donc vers ces nouveaux marchés, vers ce milliard supplémentaire de consommateurs, être en proximité avec eux. Ça signifie aussi, cette stratégie d'universalisation, une évolution de l'organisation, en particulier de l'organisation des hommes et des femmes. Je crois que c'est M. Schoeller qui disait c'est pas des machines, c'est des hommes, des hommes, des hommes. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que ce que vous avez développé pour la recherche a été intéressant dans sa duplication pour l'organisation. Racontez-nous. Oui, on est en fait tout simplement parce que en fait, je dirais que la logique de développement de la recherche correspond aussi à la logique de développement de l'entreprise, et encore heureux d'ailleurs. Mais donc la recherche a été la première à réfléchir en termes de cluster. Parce que là aussi, la recherche, par définition, elle doit s'intéresser aux plaques homogènes en termes de consommateurs. Et donc, elle a essayé de définir finalement quelles étaient les plaques homogènes dans le monde, parce qu'on ne peut pas non plus faire un produit différent ou une recherche différente pour chaque pays du monde. Il y a quand même des plaques homogènes. Il y a l'Europe du Nord, des cheveux blonds, une peau claire, l'Europe du Sud, des cheveux bruns, une peau plus foncée, l'Afrique, etc., etc. Donc, et en Asie, il y a 3 ou 4 clusters. Et donc, ils ont clusterisé un peu le monde de façon à pouvoir mieux définir leur façon de travailler pour répondre aux besoins de chacune de ces plaques. Et finalement, derrière, on a réorganisé le groupe de manière aussi clusterisée, avec moins de clusters, mais avec des clusters qui se recoupent, bien sûr. Et donc, on a redéfini une organisation pour le groupe qu'on a mis en place l'année dernière, à l'été. Que vous appelez polycentrique. Oui, qu'on appelle polycentrique parce que justement, elle est à la fois, vous savez, déconcentrée, mais en même temps centralisée. C'est-à-dire que on aime bien la dialectique aussi chez L'Oréal. C'est-à-dire que il faut à la fois impulser. Il faut à la fois que ça soit déconcentré, parce qu'il faut que la capacité de créer, la capacité de trouver ses stratégies, la capacité de trouver son chemin soit dans les régions, mais en même temps, il y a aussi forcément des impulsions mondiales, transversales, il y a des marques mondiales. Et donc, on essaye en permanence de garder une dialectique entre ce qui doit être régional au niveau d'un grand continent ou au niveau global, au niveau des idées et des visions globales. Alors, vous travaillez beaucoup sur la culture d'entreprise parce que précisément, quand on a une organisation polycentrique, ce qui fait le ciment, c'est la culture d'entreprise. Oui, alors, il faut dire que la culture a toujours été quelque chose d'essentiel chez L'Oréal. On a la chance... et très franchement, je dois dire qu'en plus, on ne sait même pas comment ça marche, la culture. C'est un truc assez incroyable. On a beau y réfléchir très souvent entre nous, avec Jérôme Tixier, que vous avez entendu, avec Rémi, avec d'autres. On a une culture très très forte chez L'Oréal. Mais on ne sait pas... Et en plus, c'est une culture qui non seulement se perpétue, mais se développe. Je pense que tous les gens qui ont rencontré des gens de L'Oréal ou vécu chez L'Oréal savent que L'Oréal, c'est une culture extrêmement forte. Mais ce n'est pas organisé. Il n'y a pas une stratégie d'entretien et de développement de la culture. C'est un peu une culture forte malgré nous. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est aussi une culture finalement partout dans le monde. Et ça, je veux dire que c'est un mystère pour moi. Elle se transmet comme ça. Elle se transmet, oui. Elle se transmet. Oui, ceci dit, vous avez quand même beaucoup de programmes
découverte de l'entreprise qui ont beaucoup de succès. Oui, c'est vrai qu'on fait quand même quelque chose. Quand sur même. votre plateforme en On ne général. va pas dire que Jérôme ne fait rien pour entretenir la culture, quand même. Ça ne serait pas juste. Dans les statistiques qu'on nous a fournies, c'est parmi les programmes qui sont quand même les plus regardés, les plus suivis par les collaborateurs. Tous ces programmes autour de la découverte de l'univers de L'Oréal. On fait des choses, mais je dirais que ça accompagne le mouvement. Il y a un phénomène assez... Et moi, je dois dire que je suis assez fasciné par ces histoires de culture d'entreprise. Et bon, il n'y a pas que L'Oréal, il y a énormément d'entreprises, et j'imagine beaucoup dans la salle qui ont des fortes cultures. Et je dirais que c'est assez fascinant. Et d'ailleurs, je pense que les hommes politiques devraient s'en inspirer, parce qu'une culture commune, c'est quelque chose qui inspire, qui dynamise, qui unit, qui donne de l'énergie et un cap, etc. Peut-être ça qui manque parfois. Au passage. Mais dans les entreprises, c'est très fort. C'est un ciment incroyable. Et c'est très, très amusant, effectivement. C'est vrai qu'on a des programmes, mais indépendamment des programmes, on peut quand même dire, quand on va chez L'Oréal Chine, ou L'Oréal Argentine, ou L'Oréal Finlande, ou L'Oréal, je ne sais pas quoi, moi, eh bien, c'est quand même L'Oréal, quoi. C'est quand même une culture particulière. Alors, même que vous avez une multitude de marques. Oui, mais nos marques sont mondiales, donc c'est le même. On réplique le même modèle. Mais ce qui est très amusant et très intéressant, même d'un point de vue culturel, c'est que c'est de la culture L'Oréal à la chinoise, ou à la argentine, ou à la finlandaise. Et donc là, on touche vraiment des subtilités très intéressantes, où on arrive finalement à avoir une culture qui est finalement homogène, mais quand même différenciée, avec des valeurs communes. Avec des manières d'appropriation qui peuvent varier d'un endroit à l'autre. Exactement. Alors, et c'est vrai qu'on est en train d'y réfléchir, parce qu'on considère que c'est très important, parce que vous avez raison, je reviens à votre question, plus l'entreprise se déconcentre, et plus elle devient universelle, etc., plus c'est pas forcément un ciment, parce que le ciment, ça a le côté un peu figé, mais plus ce lien de culture est fondamental. Je voudrais qu'on revienne sur ce qui est fort aussi chez L'Oréal. Quand on sort par exemple d'une école de commerce, le marketing chez L'Oréal est important, marketing des produits essentiels par rapport aux concurrents pour développer, faire vivre un produit et augmenter sa durée de vie. On peut presque faire un parallèle entre le marketing produit et le marketing des hommes aussi, quand on voit les nouvelles attitudes des consommateurs qui bougent, et quand on voit aussi, pour ce qui est du recrutement, les attitudes des diplômés qui vont étudier dans un pays qui n'est pas leur pays de résidence. Non, absolument. Avant de répondre à ça, je voudrais juste te dire aussi qu'on a une... Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais on a une vision des choses assez particulière chez L'Oréal, en tout cas assez différente de pas mal d'entreprises. Pour nous, les ressources humaines, c'est fondamental, parce qu'on croit fondamentalement dans le talent. Vous savez, on a des concurrents, je ne sais pas s'ils sont dans la salle ou pas, mais on a des concurrents des grandes sociétés américaines, européennes, anglo-saxonnes, etc. La plupart de nos concurrents, d'ailleurs, n'ont pas du tout la même conviction que nous. La plupart de nos concurrents ont des convictions opposées, qui sont des convictions sur le fait que, finalement, ce qui compte dans une entreprise, c'est l'organisation, la structure, le process, et qu'après, les ressources humaines s'occupent de mettre des gens dans les cases, et que de toute façon, ça fonctionne. Fonction support, voilà. Non, ou même au marketing, où vous mettez quelqu'un là ou ailleurs, etc. Comme de toute façon, l'entreprise est très organisée, super organisée, et super structurée, et super processée. De toute façon, qu'on mette quelqu'un là ou qu'on le mette ailleurs, ou qu'on mette l'autre là ou ailleurs, ça marchera pareil. Nous, on croit l'inverse. On croit fondamentalement que c'est que le succès, dans notre métier, je ne prétends pas du tout que ce soit vrai pour d'autres métiers, j'y connais rien ailleurs, mais dans notre métier, on croit fondamentalement que c'est le talent qui fait la différence. Et que le métier des ressources humaines chez nous, c'est presque à l'envers, quoi. C'est presque de trouver quelle bonne organisation va être la plus adéquate pour maximaliser le talent de chacun des individus qu'on a. Donc ça, c'est fondamental. Et du coup, j'en ai oublié votre question. C'était quoi ? Ces talents globaux qu'on peut comparer à des consommateurs globaux aussi ? D'une certaine manière, oui, absolument. Par exemple, effectivement, mais ça c'est assez, j'imagine que tout le monde le fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a un global, il y a des global talents. Hein, donc on va chercher les talents là où ils se trouvent. Par exemple, aujourd'hui, on s'aperçoit que si on a besoin, par exemple, beaucoup de talents chinois ou coréens ou asiatiques, etc., ou indiens, et
par exemple, c'est pas forcément en Chine, en Inde ou en Corée qu'on va les trouver. Donc on va les trouver dans les universités américaines, dans les universités anglaises, dans les universités australiennes, etc. Et donc là, c'est vrai qu'il y a une réinvention du métier de recrutement, qui est, by the way, à mon avis, le job le plus important du groupe. Hein, c'est de recruter les talents qui vont faire justement la différence demain. Donc il y a toute une redéfinition du rôle du recrutement au niveau international par rapport à là où sont les talents. Puis de gestion des talents et d'exposition de ces talents pour les faire grandir. Absolument, absolument, avec là aussi une méthode l'oréalienne assez... là aussi, je ne sais pas très bien comment c'est ailleurs, mais chez nous, la meilleure manière de reconnaître un talent, c'est de le mettre au pied du mur, quoi. Donc et c'est ce que François Dalle appelait dans le temps la stratégie du bébé dans la piscine. Vous mettez le bébé dans la piscine, vous voyez bien s'il nage ou s'il coule. Et c'est vrai que c'est un peu quand même comme ça qu'on fait, en tout cas. Bon, mais on récupère quand même ceux qui coulent. C'est gentil pour eux. Oui, mais bon, en tout cas, ceux qui réussissent sont ceux qui ont successivement quand même sauté dans plein de piscines et réussi à nager à chaque fois, quoi. Et c'est pas forcément, on en parlait avec Jérôme Tixier, des bébés nageurs. C'est aussi, l'entreprise s'ouvre encore plus à des talents qui sont déjà expérimentés aussi. Ah oui, parce qu'on ne sait pas a priori qui est bébé nageur ou pas. Je veux dire, d'autant plus qu'il n'y a pas de profil. Ça, c'est très important. Parfois, les gens que je rencontre... On dit que c'est formaté en général. Oui, exactement. Faux. Les gens que je rencontre avec ça me disent « Ouais, L'Oréal, vous êtes tous pareils, vous êtes tous des clones. » C'est pas vrai du tout. Franchement, j'invite quiconque le croit à venir passer quelques jours ou quelques heures chez L'Oréal, il verra des personnalités très différentes. Alors, bien sûr qu'il y a des points communs. Je veux dire, il y a des points communs parce que c'est une boîte très spéciale, une culture très spéciale. On aime ou on n'aime pas. Hein, puis on n'est pas obligé d'aimer d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a des gens qui aiment et d'autres qui n'aiment pas. Donc le point commun, c'est ceux qui aiment, c'est d'aimer. C'est d'aimer le côté entrepreneurial, le côté très finalement oral, le côté engagement personnel, le côté ownership, le côté aussi accountability aussi, parce que c'est comme ça. Mais c'est pas du tout cloné. C'est-à-dire que c'est peut-être des personnalités très différentes. Vous prenez le comité exécutif du groupe, c'est pas du tout cloné, au contraire. Ce sont des gens extrêmement différents. Qui ont chacun des femmes aussi. Hein, Bien sûr, hommes et femmes, mais... Le caractère des gens est très différent. Et nous, on croit beaucoup à l'idée que pour réussir chez L'Oréal, il faut aller au bout de soi-même, quel que soit son caractère, quelle que soit à condition justement d'aller au bout. Ceux généralement qui ont du mal chez L'Oréal, c'est ceux qui ne veulent pas aller au bout. Bon, ça, ils font ce qu'ils veulent, mais pour réussir, il faut aller au bout de son caractère, au bout de ses capacités, au bout de son talent. Ça vous rappelle la Grèce à 24 ans, ça, hein? Oui, mais ça me rappelle toute ma vie professionnelle. Et ce que j'ai beaucoup apprécié personnellement dans ma vie professionnelle chez L'Oréal, c'est que moi, j'ai commencé donc comme représentant. Bon, j'allais pas rester représentant toute ma vie, mais enfin, j'ai fait ça pendant 1 an, j'ai fait du marketing pendant 2 ans. Et effectivement, j'ai eu la chance qu'on me propose ce job absolument incroyable d'être patron de la filiale grecque. Et puis vous avez eu le culot d'accepter aussi. Ah bah oui, mais de toute façon, c'était génial. Quand vous avez 24 ans, on vous dit... parce qu'à l'époque, il faut savoir, bon, la Grèce, ça paraît maintenant un peu la porte à côté, mais... À l'époque, la Grèce, c'était comme d'aller aujourd'hui en Birmanie. Je veux dire, c'était magnifique, quoi. Ouais, c'était il y a 30 ans. Hein. Donc, Et la filiale allait mal. Et, oui, mais ça, je ne le savais pas bien. Mais, et effectivement, l'histoire amusante, c'est que moi... en fait, dans l'histoire amusante, c'est que bon, moi, j'avais 24 ans. J'étais assez turbulent, quand même, comme jeune collaborateur. Et donc, j'avais été appelé au 10e étage, là où je travaille actuellement. Il y a toujours une moquette un peu plus épaisse qu'ailleurs. Et par le patron des ressources humaines, et je m'étais dit, bon, je vais me faire engueuler, je vais peut-être me faire virer, ils n'ont pas aimé ça ou ça, j'en sais rien. Et le patron des ressources humaines de l'époque, était un homme formidable, m'a dit, voilà, est-ce qu'on vous propose de partir comme patron de la Grèce? Moi, j'ai dit oui tout de suite. J'ai dit, quand est-ce que je pars? Où est le billet? J'y vais ce soir. Et effectivement, après, j'ai appris que... Bon, quand je suis arrivé, c'était vraiment, j'ai compris quand même, parce que c'était vraiment tout petit, dans un très 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 mauvais état, etc. Et j'ai appris qu'ils avaient proposé le job à 5 personnes avant moi, qui avaient toutes refusé, parce que c'était tout renseigné avant. Terrain miné. Oui, tout renseigné avant, en disant, ce truc-là, c'est un casse-gueule total, il n'est pas question d'y aller. Qu'est-ce que ça a appris, cette première expérience de patron? Ah bah tout. Moi, j'ai tout appris en Grèce. C'est pour ça d'ailleurs que parfois les collaborateurs ont du mal à me suivre, parce que la Grèce, c'est quand même une bonne école. Hein. Qu'est-ce que vous avez appris? Bah tout. J'ai appris tout, parce que vous savez, moi j'avais 24 ans, j'avais fait 2 ans de marketing, donc j'ai appris tout, quoi. J'ai appris j'ai appris le commerce d'abord, parce que les Grecs, c'est des bons commerçants. J'ai appris la relation avec les clients, pas se faire avoir, etc. J'ai appris à sauver la caisse quand même. J'ai appris donc la gestion, mais
c'est quand même, c'est presque du ce struggle for life. À l'époque, mes 2 premières années en Grèce, c'était quand même du struggle for life à tout point de vue. Au point de vue, donc, je vous dis, gestion, commerce, même ressources humaines. Ressources humaines, j'ai bien appris. Par exemple, c'était très amusant parce que quand j'étais en Grèce, j'avais 25 ans, 26 ans, donc je voulais reconstituer un pool de talents, parce que moi j'ai toujours cru dans le talent, donc je voulais prendre les meilleurs de Grèce pour faire l'équipe commerciale. Alors j'en ai engagé plein qui étaient des gars absolument formidables, les plus beaux, les plus forts, les plus toniques, etc. Ils m'ont tous piqué dans la caisse de manière épouvantable, parce que à l'époque, quand on était beau, tonique, etc. en Grèce, on n'est pas honnête. Ouais, donc, ça cachait quelque chose. Oui. Donc, bon, mais j'ai appris comme ça, à force de me tromper, c'est le trial and repeat, j'ai fini quand même par comprendre. Et effectivement, je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup, depuis, j'ai beaucoup appris de réflexes que j'ai appris en Grèce. Alors bon, il y a des bons et des mauvais réflexes, mais bon, pas mal. Mais ce que j'ai apprécié, ce que je voulais vous raconter, c'est qu'en fait, ce que j'ai le plus apprécié finalement, c'est que après la Grèce, finalement, Owen Jones, que j'ai rencontré à l'époque, m'a confié un job qui était l'opposé de la Grèce. Parce que la Grèce, c'était plutôt, il fallait être démerdard, autonome, malin, agile. Agile, etc. Après, il m'a filé un job où j'étais patron de L'Oréal en France, qui était l'opposé. C'était un job politique, il fallait faire attention, stratégique, le nom du groupe, le nom du truc, etc. Et puis quand j'ai fini L'Oréal, il m'a donné un job qui avait encore rien à voir avec le précédent, qui était patron de Biotherm International, qui était un truc où les qualités qui étaient demandées n'avaient rien à voir avec les précédentes. Et après Biotherm, il m'a demandé d'aller en Allemagne, qui était un truc qui avait rien à voir encore. Et après l'Allemagne, c'était l'Asie. Donc, et c'était en permanence. C'était en permanence des alternances, mais des alternances brutales presque, où il fallait à chaque fois, et c'est là où j'avoue que j'ai trouvé ça extraordinaire. D'abord, où on pariait sur le potentiel et non pas l'expérience. Et ça, c'est un truc vraiment fort chez nous, chez L'Oréal. On parie toujours sur le potentiel, pas sur l'expérience. C'est-à-dire qu'on ne nomme pas quelqu'un, on ne promeut pas quelqu'un sur la base de qu'est-ce qu'il a appris, qu'est-ce qu'il sait faire, qu'est-ce qu'il a démontré. C'est ce que disait Jérôme Tixier, on se projette et on voit une trajectoire. Et ça, c'est assez anglo-saxon. Je ne suis pas étonné qu'on pense la même chose. Et ça, c'est assez anglo-saxon. D'ailleurs, franchement pas. Enfin, j'en sais rien, mais d'après ce que j'ai compris... Est-ce qu'en France, on n'a pas quand même tendance à vouloir avoir fait... prendre tel profil qui a fait telle école, etc. Je connais que L'Oréal, moi. Est-ce que la diversité, L'Oréal mis à part, on va dire, est-ce que la diversité, c'est quelque chose de naturel dans les groupes français? Moi, je pense qu'il y a pas mal de groupes français, en tout cas que je connais un peu, qui sont comme ça. Je pense les gens comme les boîtes comme Danone, comme Michelin, comme Air Liquide. Alors, vous n'allez pas le dire, mais en plus de ce potentiel qu'il a détecté chez vous, il y avait cette adaptabilité aussi. Parce que quelque part, il a fallu s'adapter là à chaque fois. Vous avez pris aussi d'ailleurs vos fonctions, parce que vous avez parlé de l'Allemagne, de la Grèce, de Paris, etc. Où est-ce qu'il veut en venir? Vous avez pris vos fonctions dans un contexte très particulier aux États-Unis. Vous êtes arrivé, vous avez emménagé avec votre famille le 8 septembre 2001. 2011. 2001, oui, 3 jours avant le 11 septembre. Et ça, j'avoue que j'ai eu de la chance aussi. À chaque fois, je suis arrivé dans les... J'ai eu des timings terribles, quoi. Je suis arrivé en Allemagne au moment de la crise économique post-réunification. J'ai été nommé patron de l'Asie 2 mois avant la crise asiatique de 97. J'ai été nommé patron des États-Unis 3 jours avant le 11 septembre et nommé patron du groupe 1 an avant Lehman Brothers. Donc, on s'y habitue, hein. On s'y habitue. Mais bon, ça fait partie de l'épreuve, quoi. Le digital, on voit que le digital est en train de tout bouleverser. On peut dire que la beauté sociale, quelque part aussi, ces réseaux sociaux et ces nouveaux comportements du citoyen consommateur. Oui, le digital, ça va tout changer. Et je dois dire que pour nous, non seulement ça va tout changer, mais c'est merveilleux, le digital, parce que ça ouvre des dimensions extraordinaires. Il faut quand même savoir que les produits de beauté, c'est des produits merveilleux. C'est des marques qui ont un contenu émotionnel extraordinaire, qui ont un contenu même d'image formidable, qui déclenchent l'imaginaire, qui sont aussi des produits dont il faut expliquer comment ils marchent, comment ils s'appliquent, comment on les utilise, etc. Et jusqu'à présent, tout ça, la seule manière de communiquer tout ça, c'était soit 20 secondes ou 30 secondes à la télévision, soit une double page dans la presse, soit sur l'étui. Et c'est très pauvre. Et en fait, moi je pense que le digital, c'est un formidable épanouissement des possibilités de communication avec le consommateur.
Ça va tout changer, donc ça change la façon d'expliquer nos marques, d'expliquer nos produits, de suivre le consommateur de manière individuelle, de s'inspirer de ses réflexions par l'advocacy, etc. Donc moi je pense que c'est extraordinaire, et ça a un petit avantage supplémentaire, c'est qu'en plus c'est très bon pour le PNL, parce que ça fait baisser le coût des médias, parce que les médias sont en concurrence maintenant, hein, les télés, les magazines sont en concurrence avec le digital. Et nous qui dépensons chaque année entre 2 milliards et 2,5 milliards de médias, ça fait quand même des économies substantielles. Donc c'est vraiment pour nous extraordinaire. Dans votre plan d'ailleurs annoncé en octobre, Sharing Beauty with All, vous misez pas mal sur les conseils d'utilisation en ligne, sur le suivi du consommateur après l'achat, bref, sur de nouvelles approches de l'entreprise vis-à-vis de ses clients. Oui, et il faut. Vous savez, moi j'étais la semaine dernière, par exemple, parmi mes 126 000 km depuis le 1er janvier, justement, j'étais la semaine dernière en Chine, et pour la première fois de ma vie, je dois dire que ce que j'imaginais qu'il allait se passer se passe. C'est-à-dire que là, tout est en train de changer. Tout est en train de changer. Le pourcentage de business qu'on fait sur e-commerce est en train de devenir vraiment significatif. Pour nos marques grand public, ça va être pratiquement 10% dès cette année, ce qui est colossal, ce qui est le plus fort taux. Alors c'est pas encore beaucoup par rapport à d'autres métiers, j'imagine, comme les billets de train ou quoi que ce soit, mais pour des produits non dématérialisés, ça commence à être significatif. Et c'est vrai que ça change absolument tout. Et je pense que la Chine, d'ailleurs, va être le pays pilote. C'est un peu normal d'ailleurs, parce que comme les Chinois font du leapfrog en permanence, ils vont directement à ce qu'il y a de plus moderne, de plus pointu, etc. Et c'est un nouveau monde pour nous qui s'ouvre. Et ce qui est très clair pour nous, c'est qu'il faut être les pionniers et les pilotes dans ce domaine-là. Alors, 3 axes, vous le disiez, nouvelle façon de communiquer, de faire la promotion des produits, d'informer le consommateur. Vous le disiez aussi avec le chiffre d'affaires online qui croît, c'est une nouvelle façon de commercialiser et de rentrer en contact et en proximité, on y revient, avec le consommateur, comme on le disait. Et puis aussi une nouvelle façon de faire parler les hommes et les femmes de L'Oréal et d'en faire venir. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on est devenu, si Jérôme m'a bien dit la vérité, on est devenu les leaders sur LinkedIn. Et je dois dire que, par exemple, ça, c'est extraordinaire. On a combien de followers, Jérôme ? 350 000. 350 000, c'est pas mal. Et bon, il y a peut-être dans la salle qui pensent qu'ils sont devant, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça, par exemple, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le e-recrutement, comme on dit. C'est formidable. Cette capacité d'avoir en direct 350 000 personnes qui sont intéressées par L'Oréal, qui sont dans des... D'ailleurs, c'est un peu scary, parce que je sais bien aussi que les collaborateurs de L'Oréal, ils sont aussi sur LinkedIn et ils sont aussi au courant de ce qui se passe dans d'autres entreprises. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie, mais en même temps, c'est extraordinaire parce que vous avez une capacité de... Je ne sais pas s'il y a beaucoup de chasseurs de tête dans la salle, mais bon, chasseur de tête, il faut changer de métier parce que ça va bientôt disparaître. Je veux dire, vous êtes en contact direct avec tous les collaborateurs potentiels dans le monde, etc. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc il faut tout réinventer avec le digital. Et en contact aussi avec les collaborateurs en interne. Possibilité pour vous, et vous vous y prêtez de temps en temps, de chatter avec nous, on est en contact permanent, parce qu'on a, par définition, avec les systèmes intranet, les systèmes de chat, etc., on est par définition toujours en contact. Moi, je suis sur la liste intranet et je reçois tous les jours d'ailleurs des emails de quelqu'un qui me dit quelque chose à un sujet quelconque que je connais pas et à qui je réponds. Et c'est vrai qu'on organise aussi dans le domaine de l'éthique, par exemple, des web chats avec. D'ailleurs, c'est très puissant puisqu'on a une journée éthique. Lors de laquelle je fais des web chats avec tous les collaborateurs du monde, avec 3 séances, de façon à pouvoir à la fois avoir les collaborateurs en Asie, en Europe et en Amérique avec les décalages horaires. Et on a à peu près, je crois qu'on a 15 à 20 000 collaborateurs qui se connectent. On voit bien qu'il y a une attente. Oui, il y a une attente. Et puis, alors on ne peut pas répondre aux 20 000 personnes, mais ça montre effectivement qu'il y a Alors, justement, par rapport à ça, les collaborateurs, les collaboratrices qui prennent la parole, qui sont quelque part des ambassadeurs à l'heure de l'e-réputation, par rapport aux stars qui incarnent et qui continuent d'incarner évidemment les différentes marques de L'Oréal, ça aussi c'est important. C'est le pouvoir du collaborateur qui est quelque part aussi un vecteur de communication, de recommandation. Ça change aussi complètement.
D'abord, je pense que ça a toujours été comme ça, mais c'est vrai qu'avec Internet, ça s'est démultiplié, c'est sûr. Mais de tout temps, on sait bien que the word of mouth, comme on appelait ça classiquement, était la première... Mais là, c'est un bouche à oreille. Là, c'est un bouche à oreille digital, quoi. Donc, ça devient énorme. Mais bon, c'est la vie, c'est la transparence totale du... C'est ce qu'offre Internet. C'est à la fois formidable et en même temps un peu effrayant, mais c'est la transparence totale, quoi. Donc il faut. En tout cas, il y a la fierté de ses collaborateurs qui prennent la parole, du coup. Ah bah j'espère. Bon, oui, d'une manière générale, les collaborateurs, je crois, sont fiers de ce qu'ils font, ils sont heureux de ce qu'ils font, et dans ces cas-là, ils prennent la parole de manière positive. Alors, troisième grande transformation que vous aviez évoquée tout à l'heure, c'est le pilier RSE, responsabilité sociale, sociétale, environnementale. Vous étiez déjà historiquement très ancré, très focalisé sur l'éthique, la diversité. Vous ajoutez un nouveau pilier avec Share and Care, annoncé en octobre, dont les contours commencent à se dessiner et prochainement vont être précisés. Share and Care, c'est à la fois formation pour tous et c'est aussi un socle de protection sociale. Alors, expliquez la philosophie du projet. Alors, le socle est plus que dessiné et précisé. Ça y est, c'est fait, c'est clair. Vous n'avez pas encore communiqué précisément là-dessus, mais à l'extérieur, non, mais à l'intérieur, je pense que ça commence à être bien clair. Non, en fait, si vous voulez, c'est vrai que L'Oréal était historiquement une société assez en pointe, il faut bien le dire, pas me vanter, mais j'y suis pour rien, en plus ça a été fait il y a 30 ou 40 ans, assez en pointe dans le domaine social. Eugène Schueller était le premier, il y a très longtemps, il y a 50 ans ou 60 ans, à donner 4 semaines de congé de maternité en plus. François Dalle était un grand patron social. Toujours en avance. Toujours en avance. Et L'Oréal est quand même pas parmi les plus mauvais en matière de politique sociale. En moyenne, 3 ou 4 mois d'intéressement, des conditions de travail qui sont quand même très bonnes, etc. Bon, bref. Donc, je pense qu'en France, on a vraiment fait le job et on est vraiment en pointe en matière sociale. Et finalement, le paradoxe, c'est que c'était vrai en France, mais que jusqu'à très récemment, c'était un peu laissé à l'initiative des pays d'être très en pointe ou pas en pointe ou modérément en pointe en matière sociale dans chacun des pays du monde, avec, comme vous le savez bien, des conditions sociales à travers le monde très différentes. Les conditions sociales que vous avez aux Philippines, franchement, ça n'a rien à voir avec l'Allemagne ou en Colombie par rapport à la Suède. Et donc on s'est dit à un moment donné, justement avec Jérôme, on s'est dit à un moment donné, il faut qu'on universalise notre performance sociale. Cette performance sociale, elle est forte en France, elle est reconnue, mais maintenant, il faut qu'on l'universalise. Il faut que dans le monde entier, L'Oréal soit à la pointe du social. Et donc, on a lancé ce projet Share and Care, dont Jérôme est l'auteur, et qui consiste à dire on va identifier quels sont les domaines dans lesquels L'Oréal peut être en pointe. Alors, on a pris plusieurs. On a pris tout ce qui est prévoyance d'abord, parce que la prévoyance c'est quand même important, tout ce qui est prévoyance en cas d'invalidité, décès, etc. Vous avez beaucoup de pays dans lesquels, si quelqu'un est invalide, le pauvre, il n'a plus rien, sa famille n'a plus rien, et c'est terminé. Donc on va déterminer, dans le monde entier maintenant, on va monter un programme de prévoyance qui garantit à toute personne invalidée, etc., 2 ans de salaire, ce qui paraît normal en France. Mais franchement, vous dites ça à un Philippin, un Indonésien, un Indien ou je sais pas quoi, un Colombien ou un Péruvien, c'est une vraie révolution. Donc ça, c'est ça. La santé, pareil. Donc l'accès aux soins, la couverture de santé. C'est ça, 70%. En gros, 75%. 75% garantie de couverture de 75% des frais de santé en cas d'accident, maladie, etc. Là aussi, en France, comme on a eu la chance de vivre dans un pays quand même assez développé, ça paraît un peu normal, j'imagine que tout le monde le fait. Mais le faire partout dans le monde, dans tous les pays du monde, y compris ceux dans lesquels les niveaux d'exigence sociale sont très bas, ça c'est une vraie
je pense que c'est un vrai progrès. C'est le deuxième point. La maternité. La parentalité. La parentalité, parce que maintenant on dit parentalité, parce qu'on peut être père aussi. Donc la parentalité, donc effectivement, vous avez raison, les semaines de congé, enfin les mois de congé payés, de congé de maternité, pardon, pour toutes les mères dans le monde entier à un certain niveau, de façon à ce que ce soit homogène, alors que là aussi c'était incroyablement différent. Les congés de paternité pour les pères, etc. Et donc finalement, homogénéiser, en tout cas pas homogénéiser, définir un socle minimum de performance sociale qui va être valable dans le monde entier. Avec la formation pour tous, dernier socle. Et la formation pour tous, absolument. La capacité avec plein de modules de s'auto-former pour les salariés de tous les pays. Et le Great Place to Work, voilà, l'accomplissement par le travail et chez L'Oréal. Voilà, absolument. Et donc ça, c'est un vrai beau projet. Et je veux dire que tout le monde est très fier de le porter. Et bien évidemment, en premier lieu, l'équipe ressources humaines du groupe, parce que finalement, c'est leur projet à eux d'universalisation. L'universalisation, c'est la stratégie du groupe, c'est la stratégie pour les marques, pour les produits, et qui, quelque part, découle sur la recherche et la production et les équipes commerciales. Eh bien, les ressources humaines ont, elles aussi, leur projet d'universalisation qui est très ambitieux et qui va nous permettre d'être à la pointe dans le domaine social dans le monde entier. Alors, c'est intéressant parce qu'on se retrouve dans une posture d'entreprise transfrontalière, on est bien d'accord, et là on dépasse le cadre des États. C'est-à-dire que quelque part, vous palliez ou vous... voilà, il y a un nouveau rôle, une nouvelle prise de parole de l'entreprise quelque part à travers ça. Oui, mais c'est tout l'intérêt. C'est là où on peut effectivement penser que l'entreprise peut faire avancer les choses peut-être plus que les États, parce que les États sont par définition coincés par leurs réglementations, leurs différences, etc. Alors qu'une entreprise qui est vraiment internationale, elle peut et elle doit, à mon avis, effectivement, répandre les bonnes pratiques dans le monde entier. Et donc c'est vrai que c'est un pouvoir formidable. Et c'est ce qu'on veut faire, vous avez tout à fait raison, dans le domaine social, dans le domaine sociétal, parce que le Sharing Beauty with All, c'est aussi donc prendre des engagements, par exemple, en matière d'innovation durable. Donc on a pris l'engagement, par exemple, que d'ici 2020, tous nos produits, de toutes nos marques, et on vend à peu près 6 milliards de produits par an, tous nos produits auraient un impact sociétal ou environnemental positif. Ça, c'est un quatrième point. Il y avait quoi avant ? Il y avait les qualités, il y avait le coût. Voilà, là, vous avez raison, c'est une façon de voir les choses. C'est comme ça que je l'ai expliqué à nos collaborateurs dans le marketing, parce que c'est eux qui créent les produits avec les gens de la recherche et de la production. Finalement, jusqu'à présent, quand vous créez un produit, vous aviez finalement 2 dimensions. Un chef de produit, implicitement ou explicitement, il avait 2 dimensions en tête quand il créait un produit. Il fallait, créer un produit qui ait du succès, vaut mieux, sinon ça ne sert à rien. Et puis deuxièmement, il fallait un produit aussi qui ait du succès, et en plus qui contribue à la performance économique du groupe. S'il conçoit un produit qui va ruiner la boîte, c'est pas bien. Bon, et bien maintenant, il y a une 3e dimension qui est la dimension sociétale. C'est-à-dire que tout responsable marketing aura pour responsabilité de faire en sorte que tout nouveau produit créé soit aussi un produit qui ait un impact sociétal positif, soit parce qu'il y aura une contribution positive à l'environnement. Je parlais tout à l'heure du shampoing, avec 1 litre. Voilà, le fameux shampoing de 1 litre qui a besoin d'1 litre d'eau au lieu de 5 litres, par exemple, mais aussi ça peut être un produit pour lequel on a décidé de faire appel à des matières premières spécifiques qui sont développées par des communautés dans certains pays de façon à faire vivre la communauté, ou ça peut être un changement majeur en termes de biodégradabilité, ça peut être... donc, en tout cas, c'est une nouvelle dimension et c'est vraiment un changement de paradigme fondamental, parce que jusqu'à présent, personne ne pense comme ça. Là encore, vous êtes en avant-garde. C'est pas être compliant, c'est avant-gardiste. Alors, en tout cas, oui, c'est pas tellement pour être à l'avant-garde qu'on fait ça, c'est parce qu'on pense juste que c'est bien. C'est bien, et puis vous savez, en plus, ça correspond très franchement à ce que veulent les jeunes aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, si vous demandez finalement à nos jeunes collaborateurs de quoi ils seront le plus fiers, c'est presque de ça dont ils vont être le plus fiers. S'ils font un nouveau produit qui, certes, va avoir beaucoup de succès, certes, va contribuer au développement économique de l'entreprise, mais en plus va être un changement radical de paradigme en matière de contribution à l'environnement, à la planète, etc., c'est peut-être ça dont il sera le plus fier. Donc vous insistez souvent sur cette responsabilité sociétale, mais en fait, c'est aussi
si j'ai bien compris, dans les entretiens que vous pouvez donner régulièrement, c'est aussi une condition de la performance économique pour vous. Oui, oui, parce que je pense que c'est une condition de la survie d'une boîte. Je pense que les entreprises, vous savez, quand on est patron d'une boîte, la première chose à laquelle on pense, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour assurer d'abord 77 000 personnes. Hein. Oui, puis la survie à long terme, la sustainability de l'entreprise. Quelles vont être les conditions de la sustainability de l'entreprise et de la sustainability du succès de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment une obsession. Et ça, je pense que c'est le cas. Je pense que pour assurer le fait que L'Oréal, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, soit toujours et plus encore le leader de ce métier de la beauté, il y a une performance en matière d'invention de produits, de technologie, d'innovation, etc. Il y a une performance en matière économique pour que les actionnaires soient contents, etc., etc. Et il y a une performance sociétale qui va être majeure. Et ça, c'est un grand changement parce que, par exemple, ce n'est pas quelque chose qui existait du temps de mon prédécesseur. Hein, j'ai une immense admiration pour Lindsay Owen-Jones, mais ce n'est pas quelque chose qui était dans son registre. Parce qu'il y a 15 ans, ça n'existait pas. Donc c'est normal, hein, ce n'était pas l'époque. Mais c'est l'époque d'aujourd'hui. Peut-être que dans 20 ans, il y en aura une autre. Mais cette dimension-là, elle est fondamentale. Je voudrais qu'on fasse un petit sondage, et ça va peut-être vous permettre de réagir. Que nos amis de la jante féminine, les femmes, lèvent la main dans cette assistance, s'il vous plaît, toutes les femmes. Bon, on peut les reconnaître quand même, hein, même si elles ne lèvent pas la main. On est bien d'accord. Non, mais c'était pour voir le ratio. Je les avais reconnus. Hein. Chez les DRH, oui. On est bien d'accord. Je suis très fort en RH, j'avais reconnu les femmes. Voilà, c'est pour montrer le pourcentage de femmes. Et chez vous, j'ai bien vu qu'il y avait beaucoup. Oui. Et chez vous, les femmes, programme de développement, on parlait de parentalité aussi, voilà. Et au comité de direction, j'en parlais. Alors chez nous, je connais bien sûr les chiffres. C'est une première femme qui posera la question. Chez nous, les femmes, c'est 68% de l'effectif, et donc L'Oréal devient une société majoritairement, très largement majoritairement féminine. Et comme chez nous, la plupart des gens restent toute leur vie chez L'Oréal, les changements de génération, enfin la féminisation des différents niveaux hiérarchiques se fait progressivement. Mais c'est juste décalé parfois de 10 ans. Donc c'est assez amusant parce que les choses se suivent. Donc c'est 68% de l'effectif, c'est 45%, c'est 57% des cadres, si je ne m'abuse. C'est 45% des comités de direction. C'est à peu près la même chose au niveau des grandes marques mondiales, des grandes responsabilités mondiales de marques. Et ce n'est encore que, je plaide coupable, 25% du comité exécutif. Parce que justement, c'est par strates successives. Donc moi, j'ai aucun doute. Madame Digital qui vient d'arriver, ça, voilà. Voilà, mais j'ai aucun doute que dans 10 ans, il y aura 50% ou plus d'ailleurs de femmes au comité exécutif de L'Oréal. Et pour être très franc, au risque d'être provocateur, je dirais que l'un des sujets justement de sustainability de L'Oréal, c'est d'arriver à garder des hommes. Non, parce que moi je suis convaincu que ça va devenir une société presque exclusivement féminine. Aujourd'hui, moi j'assiste à beaucoup de réunions où on a des équipes où il y a 10 femmes sur 10, quoi, 15 femmes sur 15, parce que c'est un métier qui devient de plus en plus féminin. Et paradoxalement, c'est un métier dans lequel il est assez difficile, parfois, dans certains pays, d'attirer des hommes. Vous imaginez que votre successeur pourrait être une femme ? Bien sûr, bon, de toute façon, évidemment. Mais chez L'Oréal, le succès, les successions sont purement liées à la méritocratie. Donc ça dépendra du talent, des circonstances, parce que bon, il y a aussi les circonstances, la chance, en général etc. très préparé. Pardon ? Et en général très préparé. Ah bah oui, parce qu'en général, il faut 30 ans de L'Oréal pour devenir patron de L'Oréal. Donc... Les signaux sont envoyés.